Bonjour, bienvenue dans Cap Amérique. Au sommaire cette semaine, un coup d'œil dans le rétroviseur pour faire le point sur les événements de l'année écoulée sur le continent américain. 75 ans après Pearl Harbor, Shinzo Abe a rendu hommage aux soldats américains tombés sous le feu de l'aviation japonaise. Un geste de réconciliation apprécié par ceux qui y étaient. Et puis c'était une icône pour des millions de fans de Star Wars. Carrie Fisher, éternelle princesse Leia, a rejoint les étoiles à 60 ans. Retour d'abord sur les principaux événements qui se sont déroulés cette année sur le continent américain. Du rapprochement historique entre La Havane et Washington au prix Nobel de la paix de Juan Manuel Santos en passant par l'affaire des Panama Papers, 2016 a été très riche en rebondissements. Myriam Amelal et Mounia Kassem font le point. L'année a été intense aux Amériques avec des événements prévus et un certain nombre de soubresauts inattendus. 2016, c'est d'abord l'année où pour la première fois les Jeux Olympiques ont lieu en Amérique du Sud, au Brésil. Une compétition assombrie par plusieurs dossiers. Les soupçons de dopage d'abord. En juillet, un système d'État organisé par Moscou est dévoilé. 118 athlètes russes sont exclus des épreuves. L'ambiance est aussi gâtée par Zika, un virus propagé par certains moustiques. D'abord présent au Brésil, il se répand dans toute l'Amérique du Sud en quelques mois seulement. Il menace surtout les fœtus, dont certains naissent atteints de microcéphalie. Le Brésil est également secoué par une profonde crise politique. La présidente Dilma Rousseff est destituée le 31 août pour maquillage des comptes publics. Le vice-président Michel Temer la remplace. Il décide de geler les programmes sociaux. Mais le nouveau président serait impliqué dans le scandale de corruption Petrobras. Au Venezuela, le chavisme bat de l'aile. Le président Nicolás Maduro, héritier d'Hugo Chavez, est plus impopulaire que jamais à cause d'une crise économique sans précédent liée à l'effondrement du prix du pétrole. Ses opposants veulent un référendum révocatoire. Mais le pouvoir fait tout pour suspendre le processus. En avril, l'affaire des Panama Papers s'invite en une des journaux. La fuite de 11,5 millions de documents confidentiels met en évidence l'utilisation de paradis fiscaux par quelques 200 000 personnes à travers le monde, grâce à des sociétés écrans montées par le cabinet panaméen Mossack Fonseca. Autre scandale, celui de l'eau contaminée de Flint, qui vaut à cette ville du Michigan 8 mois sous état d'urgence fédérale. Par mesure d'économie, l'eau de la ville qui vient habituellement de Détroit a été remplacée par celle de la rivière. L'eau polluée tue 12 personnes et en contamine gravement plus de 80 autres. Orlando, en Floride, devient le théâtre d'une scène d'horreur. La nuit du 11 au 12 juin, 49 personnes sont tuées et 53 autres blessées dans une boîte de nuit gay. L'attaque est revendiquée par le groupe État islamique. C'est l'attentat le plus meurtrier survenu sur le sol américain depuis le 11 septembre 2001. Le 4 octobre, l'ouragan Matthew balaye les Caraïbes. Haïti paye le plus lourd tribut. Près de 600 personnes sont tuées, les récoltes quasiment réduites à néant. 175 000 personnes perdent leur logement. L'ouragan a encore empiré la crise qui perdure depuis 10 ans et avait déjà été aggravée par le séisme de janvier 2010. Quelques semaines plus tard, c'est la surprise aux États-Unis. Donald Trump, le candidat républicain milliardaire controversé et star d'une émission de télé-réalité, est élu président face à Hillary Clinton. La démocrate a près de 3 millions de voix d'avance sur son adversaire, mais lui remporte la majorité des grands électeurs. Une page d'histoire se tourne à Cuba avec le décès de Fidel Castro à l'âge de 90 ans. Nous avons appris la mort du leader de la révolution cubaine, Fidel Castro. Le leader Maximo, père de la révolution cubaine de 1959, a laissé les rênes du pouvoir à son frère 10 ans plus tôt. Le président Raúl Castro décrète un deuil national de 9 jours sur l'île. Les Brésiliens, eux, portent le deuil des joueurs de l'équipe de football de Chapecoense, décédés dans le crash de leur avion en Colombie. En tout, 71 personnes trouvent la mort à cause d'une panne de carburant. La compagnie aérienne Lamia aurait essayé de faire des économies en supprimant une escale de ravitaillement. Le monde de la musique, lui, pleure Prince. Le musicien, aussi connu sous le nom de Love Symbol, décède en avril d'un excès de médicaments.
Le Canadien Leonard Cohen tire sa révérence après un dernier album qui évoque largement la mort. Bien vivant, le chanteur américain Bob Dylan se voit décerner à la surprise générale le prix Nobel de littérature pour la richesse de ses textes. L'annonce divise. Resté silencieux, le chanteur finit par accepter sa récompense, mais il annonce ne pas pouvoir aller la chercher à Stockholm. Lui, en revanche, fera le déplacement. Le président colombien Juan Manuel Santos reçoit le prix Nobel de la paix pour le processus entamé avec les rebelles des FARC. Après plus de 50 ans de conflit et 4 années de discussions à Cuba, le gouvernement et la guérilla marxiste trouvent un accord de paix. Le texte est d'abord rejeté par une petite majorité d'électeurs lors du référendum du 2 octobre, mais la version corrigée du traité est finalement acceptée par les parlementaires colombiens. Nouveaux ennuis judiciaires pour Cristina Kirchner. L'ancienne présidente argentine est mise en examen, soupçonnée de favoritisme lors de l'octroi de chantiers routiers dans son fief politique de Santa Cruz. Elle dénonce une persécution politique. 75 ans après, Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, s'est rendu à Pearl Harbor, au mémorial consacré aux soldats américains tombés lors de l'attaque nippone. Il était aux côtés de Barack Obama dans un geste symbolique, montrant l'alliance entre le Japon et les États-Unis. Le 7 décembre 1941, Pearl Harbor s'éveille à peine quand l'opération Tigre est lancée. En moins de 3 heures, tout est fini. Les Japonais remportent une victoire totale. Côté américain, on dénombre plus de 2400 morts et de 1100 blessés. L'événement a profondément marqué les États-Unis et déclenché l'entrée en guerre du pays. Alors cette visite est appréciée par les vétérans. Juliette Lacharnay, Olivier Boulinck. Pearl Harbor, lieu de mémoire et de réconciliation, 3/4 de siècle après l'offensive. Ce vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, 96 ans, est l'un des derniers survivants de l'attaque. Il se souvient très bien de ce jour de décembre 1941. La surprise était totale. Je m'étais attablé pour prendre mon petit déjeuner quand l'alarme a sonné et que quelqu'un a crié « Tous à vos postes, ceci n'est pas un exercice ». Nous avons tous couru chercher nos armes et nos munitions. Nous pouvions voir les avions au-dessus de nos têtes. Ils portaient le signe de l'aviation japonaise. Nous avons su alors que c'était eux. À 7h50 du matin, des centaines de bombardiers d'avions torpilleurs décollent en 2 vagues successives à partir de 6 porte-avions situés au large d'Hawaï qui n'ont pas été repérés par les militaires américains. Au sol, des centaines d'avions de combat sont touchés, ainsi qu'une vingtaine de bâtiments et 8 cuirassés. Au total, 2043 Américains sont tués. La base navale est complètement détruite, mais malgré le traumatisme, Alfred Rodriguez affirme n'avoir gardé aucune animosité envers le Japon. À la guerre comme à la guerre, vous savez, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et nous pareil. Je suis content que Shinzo Abe vienne ici, vous savez, que l'on puisse montrer au monde que nous sommes aujourd'hui en paix. Souvenez-vous de Pearl Harbor. Au lendemain de l'offensive, ce slogan devient un cri de ralliement et de mobilisation aux États-Unis. 3/4 de siècle plus tard, Shinzo Abe espère que cette phrase scelle à jamais la réconciliation entre les deux pays. Il y a 7 mois, lors de sa visite à Hiroshima, le président américain avait ajouté qu'il était de leur devoir de regarder l'histoire dans les yeux, afin de garder à l'esprit la douleur de la guerre. Pour tous, elle incarnera éternellement la princesse Leia, celle qui tient tête à l'Empire. Carrie Fisher est décédée des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Star Wars a marqué toute l'existence de l'actrice, mais elle avait aussi su s'inventer un autre destin. Antoine Mariotti. Elle n'avait pas besoin de la force, elle était une force de la nature. Le réalisateur Steven Spielberg a su trouver les mots justes pour rendre hommage à Carrie Fisher. L'actrice a été victime d'une crise cardiaque le 23 décembre dans un vol entre Londres et Los Angeles avant de s'éteindre mardi. Pour tous, elle restera l'inoubliable princesse Leia de la guerre des étoiles, celle qui a fasciné les filles et subjugué les hommes. La princesse, ce n'est pas comme votre stéréotypique princesse. C'est une princesse qui sont très indépendante et régnante. Même si elle se fait ensuite plus rare au cinéma, elle apparaîtra tout de même dans de nombreux autres films, comme ici dans les Blues Brothers. I remain celibate for you. I must now kill you and your brother. Ou dans Anna et ses sœurs, quand Harry rencontre Sally, et même Scream 3,
ou des comédies déjantées comme Austin Powers. Elle participera à l'écriture de plusieurs scénarios avant de tourner pour plusieurs séries télévisées. Mais Star Wars lui colle à la peau, comme le rappelait Mark Hamill, célèbre interprète de Luke Skywalker à l'écran. Carrie était quelqu'un de spécial, qui nous appartient à tous, que cela lui ait plu ou non. En 2013, comme pour se détacher enfin de ce rôle, elle écrit une lettre ouverte à la princesse Leia. Vous agissez toujours en héroïne. Je la sniffe dans une piètre tentative d'atténuer l'éclat de votre frénétique cinéma intergalactique. Vous récoltez la gloire, je cède à la vieillesse. Vous, tellement en forme physiquement, et si pétri de bonnes intentions que cela me rend folle. En tout cas, quelque chose me rend folle. Car cette célébrité aussi soudaine que planétaire, Carrie Fisher la découvre à tout juste 21 ans. Rapidement, elle qui souffre déjà de bipolarité, sombre dans l'alcool, la drogue et la dépression, dont elle parle ouvertement, y compris dans un livre qu'elle a publié. Cela parle du fait que j'ai eu de gros problèmes d'addiction. Vous savez, c'est à propos de quelqu'un qui a un déséquilibre chimique du cerveau. Carrie ne renie pas pour autant Leia, et 2 ans après cette lettre à son alter ego intergalactique, elle enfile à nouveau le costume de la princesse dans le nouveau film de la saga. Peu avant de s'éteindre, elle venait d'ailleurs de boucler le tournage du prochain Star Wars. Et voilà qui conclut ce magazine. Merci de votre attention. Restez sur France 24, l'information continue.